Trop bien. Super. Alors, je suis Cilci Albertelli, je suis avocate au barreau de Lyon depuis bientôt 20 ans. Voilà, je fais à la fin de cette année mes 20 ans d'exercice et je pratique essentiellement en matière familiale et patrimoniale. Alors, dans ma pratique professionnelle, il m'arrive d'intervenir dans des situations conflictuelles extrêmement graves parfois. C'est vrai que la séparation a le même niveau émotionnel qu'un deuil. Donc, en fonction de qui on est, ce que l'on a vécu, quelle éducation on a reçue, et puis notre personnalité, la rupture et la fin d'un amour peut créer des comportements extrêmement violents pour soi, et puis des comportements aussi violents vis-à-vis des autres. Donc en effet, ce sont des choses qui sont assez courantes dans notre domaine d'activité en qualité d'avocat. Et notre travail, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, c'est de pouvoir à la fois être en mesure de pouvoir appréhender ces situations à leur juste valeur, et de pouvoir interagir de la meilleure manière qui soit pour soit amener à ce que la situation de violence ou de conflictuelle s'apaise, soit au contraire d'intervenir rapidement pour qu'elle cesse, mais avec d'autres moyens. Là, dernièrement, je dois dire que la situation qui m'a le plus et qui m'a le plus impactée, qui m'impacte le plus, ce sont les violences psychologiques, les situations d'emprise, qui sont les plus difficiles à détecter, les plus difficiles à accompagner, les plus difficiles à prouver, et les plus difficiles à contenir pour éviter que de la violence s'ajoute de la violence, avec un système qui peut aussi, judiciaire, qui peut aussi être violent. Donc oui, ce sont ces situations-là qui sont les plus compliquées, en tout cas me concernant, qui sont les plus challengeantes. Parce qu'on est parfois en tant que professionnel, surtout en droit, pas assez bien accompagné pour pouvoir, parce que ça demanderait une équipe pluridisciplinaire très, très importante. Et je sais m'entourer là avec les années, mais je trouve que c'est de plus en plus grave, de plus en plus courant, et de plus en plus difficile comment dire, faire en sorte qu'il y ait un revirement, en fait, que les choses se passent de manière différente. On a l'impression comme ça que c'est lancé, c'est la machine qui ne s'arrête plus, et que ça nous échappe. Donc ouais, ce sont ces situations-là qui sont les plus difficiles, en tout cas pour moi. Les enfants sont aux prises avec ces situations-là, et en fonction de leur âge, parce que bien entendu il y a une question d'âge qui est importante. Plus ils sont petits, et moins ils sont à même de pouvoir appréhender ces situations, les mettre à distance, et donc c'est de la violence en barre pour eux. Donc ils développent des troubles de comportement extrêmement inquiétants. Ça peut être de la régression, c'est-à-dire que l'enfant, peut-être autour de 5 ans, jusqu'à 5 ans, je ne veux pas non plus trop être scientifique, parce que je ne suis pas du tout compétente pour ça, mais ce que j'ai pu moi observer, c'est que les jeunes enfants ont tendance après à être dans une forme de régression, pipi au lit, faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à dormir tout seuls, terreur nocturne. Toutes les situations de rupture sont extrêmement mal vécues, avec beaucoup de pleurs, beaucoup de peur. Donc voilà, pour les plus jeunes, ça peut se manifester aussi par de l'enfermement complètement, où ils sont coupés. Ils se coupent du monde extérieur. Ça peut être aussi beaucoup d'agressivité, du coup.
puisqu'ils n'arrivent pas à gérer leurs propres émotions et l'émotion de leurs parents, du coup ça amène aussi beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence vis-à-vis de leurs camarades, même vis-à-vis parfois des adultes. C'est parfois à l'école c'est là où on voit les premiers signes d'alerte, et les premières informations préoccupantes viennent souvent du système scolaire d'ailleurs. Donc il y a ça, et puis quand on est un peu plus grand, on peut, en fonction, si on est en phase d'adolescence, dans une phase un peu rebelle, où on va plutôt choisir l'un des parents, donc on est plus dans des conflits de loyauté, qui sont beaucoup plus difficiles pour les enfants à appréhender en fait. Parfois ces enfants en fonction des situations, n'arrivent plus à reconnaître un de leurs parents aussi, il y a ça. Donc c'est très traumatisant pour eux. Et après, quand ils sont un peu plus grands, ils arrivent à prendre un peu plus de distance. Il y a les amis, ils ont leurs études, donc ils font leur choix personnel, qui peut parfois être mal vécu par les parents également, qui essayent de trouver aussi parfois des alliances. Donc voilà un peu les comportements qu'on peut voir dans notre quotidien professionnel. En fait, dans mon travail est de favoriser la communication. Voilà, au sein de mon cabinet, je suis plutôt amenée à essayer de construire, et je construis avec mes clients, je construis avec mes confrères, je construis avec les clients de mes confrères. Donc ça fait partie de mon travail que d'aider à une communication qui fonctionne. Ce qui veut dire que là encore dernièrement, là, sur un rendez-vous que j'ai eu ce matin, sur une situation extrêmement complexe, avec juge des enfants, avec ce qu'on peut connaître, un papa dont les droits ont été limités, qui du coup exerce les liens qu'il peut avoir avec ses enfants sont faits dans un milieu particulier. Donc tout ça fait que la rupture, il y a eu une rupture complète de la communication. Et tout mon travail a été de faire en sorte de faire comprendre comment la rupture de cette communication peut être une tentative de solution qui ne résout pas le problème. Et c'est compliqué, parce que quand on a vécu beaucoup de violence, quand on a peur, que le système judiciaire n'a pas été là pour protéger, n'a pas reconnu encore le statut de victime, comme on peut, voilà, quand il y a des poursuites, le temps judiciaire n'est pas forcément adapté au temps des personnes et au temps de la famille. Et donc, tout ça, c'est compliqué pour les gens, que ce soit hommes-femmes, que de comprendre que l'enfermement, le fait de ne fuir, le fait de ne rien dire, de ne pas continuer à instaurer une relation parentale fonctionnelle et une communication fonctionnelle autour des enfants, ça peut venir complètement alimenter le problème et le faire augmenter en fait. Donc voilà, mon travail en effet, c'est de faire comprendre comment le système peut fonctionner et comment ça peut amener encore plus de difficultés et plus de violence, puisque si je ne réponds pas à un mail, très concrètement, ou à un message, le risque c'est que y a de la surenchère, il y a un nouveau message qui crée encore plus de peur et auquel on n'a pas envie de répondre, et on arrive à des situations parfois complètement qui échappent à tout le monde, sur des sujets anodins et dont on ne sait plus comment démêler pour arriver à résoudre le problème de fond, et le problème de fond étant la confiance, la capacité pour chacun d'être à l'écoute des besoins des enfants, pas de l'autre, puisque dans ces situations-là, souvent, c'est pas possible de reconstruire le lien. Il n'y en a plus, et ils sont allés trop loin, il y a eu trop d'insultes, il y a eu trop d'emprises, il y a trop de travail sur soi, c'est pas notre travail. Par contre,
faire en sorte que chacun puisse se centrer sur les besoins des enfants, pour qu'ils puissent se décentrer du problème relationnel entre eux, pour se centrer sur ce qu'ils font, qu'ils sont parents et ensemble aujourd'hui, ces petits bouts de chou qui sont nés, et de se centrer sur ce dont ils ont besoin eux, et mettre en place ce qui peut fonctionner ensemble pour eux. Là, c'est un vrai défi, c'est un vrai travail, et on participe, je dis on parce qu'on est plusieurs avocats à le faire, et on participe à ce travail de co-construction avec d'autres professionnels, hein. Ça peut être des psychologues, ça peut être des coachs coparentaux par exemple, ça peut être des éducateurs, voilà. Donc, mais c'est un travail très compliqué. Moi, je parle pas de communication saine, je parle de communication fonctionnelle. Je fais une différence parce que, par exemple, pour moi, hein, j'ai une situation en tête, de parents qui ne se parlent pas, et on a quand même besoin d'avoir des informations, ne serait-ce que sur le plan de la santé, ou qu'est-ce qui s'est passé à l'école, ce genre de choses. Bon, on a différentes façons de se transmettre les informations. La communication, communiquer sur ces sujets-là, on peut communiquer de manière complètement différente. Ça peut être fait par un texto, par un mail. Il y a des applications qui existent de coparentalité, il y en a plein. Et puis ça peut être un cahier. Voilà, ça peut être un cahier dans lequel on peut simplement écrire un certain nombre d'informations, glisser quelques photos. Voilà. On n'est pas obligé d'être en lien direct avec l'autre parent pour qu'il y ait une transmission des informations et une forme de communication autour des enfants. Et ça, c'est important parce que c'est important de faire la différence, parce que je trouve que c'est très jugeant que de parler de communication saine, en fait. Et puis, peu de personnes qui ont vécu les violences, qui ont vécu l'emprise ou qui sont encore dans l'emprise, sont en capacité d'être dans une communication saine. Donc pour eux, c'est comme si vous leur disiez, je sais pas, j'ai les yeux bleus, ayez les yeux verts. Voilà. Non, c'est pas possible en fait. Donc, ou je suis aveugle, regardez. C'est pas possible non plus en fait. Donc ça sert à rien de mettre les gens en fait face à des impossibilités, parce que ça crée beaucoup de frustration, de culpabilité, de jugement, de reproche, et c'est pas ce dont ces personnes ont besoin en fait. Et quand on parle de coparentalité et de communication, il faut que ce soit une coparentalité et une communication qui soient en adéquation avec le contexte. Et c'est toute la difficulté de notre système judiciaire aujourd'hui qui parle de coparentalité et de communication de manière générale. Voilà. En voulant comme évincer toute la situation contextuelle qui a fait qu'ils en sont là aujourd'hui. Donc je préfère parler de communication fonctionnelle. Qu'est-ce qui pourrait aider, parce que je crois que c'était votre question, à la communication fonctionnelle. Déjà avoir beaucoup de conscience de ses limites et de ce qu'on est en capacité soit de faire ou de ne pas faire, voilà, et de le respecter. C'est beaucoup de respect déjà pour soi. Beaucoup d'écoute du professionnel face à ses limites. Ça aussi, c'est ultra important pour pas qu'il y ait de jugement, pour pas qu'il y ait de reproches. Et beaucoup de travail sur soi, beaucoup, énormément, pour être au plus juste dans sa communication avec l'autre. Et parfois, c'est pas possible. Donc, c'est bien d'avoir un soutien, un appui, un guide, et ça peut se faire de différentes manières. Voilà. Ça peut être un guide par le biais d'un psychologue qui est là, qui travaille en systémie par exemple, et qui peut aider à travailler sur ses comportements pour vraiment travailler sur soi. Ça peut être un éducateur ou un coach qui peut aider aussi à recentrer le débat autour de l'enfant pour être dans une meilleure communication avec l'autre. Puis parfois ça peut être juste une application en fait.
pour soutenir en fait ces personnes qui sont sur le chemin de peut-être autre chose autrement, la guérison, la résilience, tout ce que vous voulez, parce qu'on passe par ces chemins-là hein, quand on a vécu la violence, quelle qu'elle soit. Et pour éviter de replonger à chaque fois et d'avoir la tête sous l'eau à chaque fois quand il y a un message, quand il y a une avalanche de textos, une avalanche de mails, où chacun a peut-être du mal à être dans une communication sans reproche, sans jugement. C'est bien d'avoir cette application-là pour pouvoir mieux communiquer et d'être dans une communication fonctionnelle. J'en donne beaucoup. Celui que je donne le plus, c'est l'observation. C'est d'observer qu'est-ce qui se passe objectivement quand je reçois quelque chose. Voilà. Ou de faire le scénario du pire. Je l'aime bien celui-ci aussi, le scénario du pire. C'est-à-dire que quand je reçois quelque chose, donc là c'est vrai que je parle je parle quand on est victime de violence, mais ce serait bien aussi d'évoquer l'autre côté, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand moi il m'arrive d'avoir quelque chose qui me met en colère et qui peut m'amener à avoir des comportements agressifs, ou en tout cas qui pourrait être problématique ou mal reçu, enfin bon, peu importe. Mais quand je reçois quelque chose et je subis comme une forme d'agression, déjà d'observer qu'est-ce qui se passe en moi, peut-être de respirer beaucoup, la respiration joue beaucoup, pour pouvoir réguler. Ce matin, je donnais une belle image pour une jeune femme. Je lui disais, il faut que vous trouviez votre station d'épuration. Je lui disais, l'objectif c'est de pouvoir trouver la chasse d'eau, d'accord? Donc pour l'instant, vous n'êtes pas à la chasse d'eau, vous êtes à la station d'épuration. Donc comment vous faites? Je vous donnais aussi l'image de la cocotte minute. Là, vous avez reçu quelque chose, vous êtes sous pression. Vous êtes une belle cocotte minute sous pression, là. Maintenant, il faut que vous enleviez le petit bitonio là, pour faire évacuer la vapeur. Donc là, on est sur une image un peu plus hard avec la station d'épuration. Mais tout le monde comprend bien. Comment je fais pour trouver ma station d'épuration? Voilà. Et on a du coup construit plein de choses, mais qui sont mobilisables pour elle. Qui ne seraient peut-être pas mobilisables pour tout le monde. Mais l'idée, c'est pas ça, c'est pas être dans des recettes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez mobiliser très concrètement pour activer votre station d'épuration. Et puis un jour, vous pourrez juste activer la chasse d'eau. Et c'est chouette. Et pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Et c'est bien de pouvoir montrer le chemin, et donc on peut travailler là-dessus. Donc la respiration respirer est vraiment le meilleur moyen pour évacuer et pour retrouver dans son corps une certaine paix, sérénité. Parfois, c'est pas suffisant parce que la plupart des victimes de violences n'osent pas. Donc moi, au contraire, je leur dis osez hurler. Hurler, en fait. Ah, mais non, mais je peux pas. Non, mais si, en fait, ce serait bien que vous puissiez le faire. Donc, c'est des petites choses qu'on essaye de mobiliser. Et le scénario du pire est aussi intéressant parce que quand on est dans ses peurs et qu'on est dans ses pensées, qu'on extrapole plein de choses, voilà. Donc, d'être posé avec son carnet et de se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je répondais ou si je ne répondais pas, ou peu importe la situation. Mais ces conseils-là pourraient être donnés si je me mets côté celui qui a envie comme ça d'être pris par la colère et qui a des besoins comme ça de trembler, faire du mal, se faire du mal à soi, hein, parce que la violence commence aussi par soi. Hein, ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont violents, mais ils sont violents pour eux-mêmes déjà. Et donc, respirer est une bonne chose. Et
Je donnais un autre truc. J'ai la boxe est un très 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 bon moyen d'être accompagné dans l'expression de sa colère. Voilà. Qu'on soit voilà, personne violente ou personne victime de violence. La boxe, frapper, être dans une énergie de son corps extrêmement puissante, dans la puissance de son corps et de ce qu'on ressent, qu'on sort la rage, est un très 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 bon moyen pour pouvoir aussi être dans sa station d'épuration, en fait. Voilà. En fait, on ne sait pas respirer. Non. Personne ne sait respirer. Parce que personne n'est en mesure de mobiliser, parce qu'on ne nous l'a pas appris en étant enfant, hein, à mobiliser notre corps. C'est-à-dire se dire, tiens, à ce moment-là, je ressens quelque chose et qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? Non, on est tout de suite dans l'action, dans nos pensées, dans nos automatismes et juste faire ce tout petit temps de pause, ça peut faire une très grande différence. Dans certains dossiers où il n'y a pas de preuves, il n'y en aura pas, parce qu'on a beaucoup de manipulations, de très grands manipulateurs, hommes, femmes, peu importe. La manipulation, elle est difficile à prouver, parfois même impossible. Parce qu'on n'est pas dans le quotidien des gens. Et on ne peut pas faire des expertises psychologiques et c'est pas possible. De toute façon, il n'y a pas assez de personnel. Donc, et ce serait bien que ces mesures-là soient mises en œuvre dans des cas extrêmes, assez graves, enfin voilà. Et que tout ce qui peut être mobilisé bien en amont soit fait avant d'arriver sur ce terrain-là, ce qui n'est pas le cas. Donc, la question de la preuve, elle est au cœur de notre profession. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir et que vous voyez avoir peur, vous n'êtes pas en mesure de savoir si c'est une peur rationnelle, irrationnelle, s'il y a des éléments objectifs qui permettent de. Vous avez une police qui est centrée encore, on est sur le chemin de la, je ne veux pas critiquer trop, mais on est sur un autre chemin, mais on reste quand même très axé sur la violence est un coup, donc on va chercher la preuve du coup pour exprimer l'idée qu'il y a une violence. Mais la violence c'est un système en fait. Donc, et c'est très compliqué de pouvoir prouver le mécanisme et le système en place. Mais c'est le cœur de notre système judiciaire, la preuve. La plainte, elle est déposée, parfois sur la base des déclarations. Donc toute la difficulté pour ces professionnels, c'est d'appréhender l'objectivité en fait de la situation pour amener des mesures qui soient adaptées pour encadrer, protéger. Et non seulement il manque de moyens, mais il manque cruellement à la fois de connaissances de ces sujets-là. Donc oui, c'est un vrai problème. Et quand il n'y en a pas, je travaille avec mon client avec la systémie. C'est-à-dire qu'on s'équipe d'une petite équipe pluridisciplinaire avec souvent coach, psychologue, à voir en fonction du besoin et de la situation, parfois psychiatre, enfin voilà. Ça peut être des éléments de preuve pour alimenter peut-être un dossier. Il y a toujours la possibilité d'alimenter un dossier, mais il faut faire très attention à ça. Et sinon, j'ai un dossier où on a travaillé avec la cliente sur de manière stratégique, en fait, en intervention systémique stratégique, pour les besoins des enfants. Parce que le risque était la perte du lien. Donc on a analysé le dossier, la situation, aidé par, bien entendu, une psychologue en systémie, qui du coup a beaucoup aidé ma cliente, là c'était une femme, à travailler sur ce que ça voulait dire être une bonne mère,
faire état enfin de pouvoir développer des comportements en adéquation avec le contexte en fonction de qui était son ex-mari, comment les choses risquaient de se mettre en place, comment réagissaient les enfants, et toujours être dans l'interaction, dans le questionnement vis-à-vis des enfants aussi. Parce que c'est ça la difficulté, c'est le risque en fait, c'est la perte de lien. C'est-à-dire que là, on savait très bien que si on allait sur une autre voie, elle ne verrait plus jamais ses enfants. Donc du coup, on a travaillé différemment. Et c'est plutôt bénéfique.